Chers téléspectateurs, vous avez remarqué ces dernières semaines que le Brésil était sous les feux de l'actualité du fait d'un certain contexte électoral. Il m'a donc paru intéressant de revenir un petit peu en arrière avec vous, jusque vers les années 1930, pour évoquer une séquence particulière de l'histoire de ce pays, celle qui vit l'arrivée au pouvoir de Getúlio Vargas, dans le contexte de la crise qui frappe tous les pays du monde au cours des années 1930, et Vargas qui va être à l'origine d'un régime que l'on peut comparer avec ceux qui vont s'installer au Mexique avec Lázaro Cárdenas de 1934 à 1940, ou il s'est davantage connu avec Juan Perón en Argentine de 1946 à 1955, c'est-à-dire des régimes avec une forte personnalisation du pouvoir, des régimes autoritaires, avec des chefs charismatiques établissant un lien affectif avec l'opinion, et des régimes qui vont se montrer volontaristes en matière économique pour réaliser la modernisation industrielle des pays concernés, en même temps que l'évolution de la société. Au Brésil, tout cela prendra la forme de ce que l'on a appelé l'Estado Novo, principalement entre 1937 et 1945. Alors, tout cela est lié à un homme, je l'ai dit, Getúlio Vargas. Il est né en 1883 à la frontière avec l'Argentine, dans l'État gaucho, comme on l'appelle, du Rio Grande do Sul. C'est celui qui donne au Brésil une bonne partie de ses élites politiques à l'époque. Il est né dans une famille de propriétaires terriens. Il a fait des études de droit, est devenu avocat, puis s'est lancé en politique en 1911. Il a été élu de Porto Alegre, la ville principale de l'État, puis député fédéral en 1922. Il s'impose localement au cours des années suivantes. Il sera ministre des Finances du président Washington Luiz en 1926, puis sera élu gouverneur du Rio Grande do Sul en 1927. C'est une époque très difficile pour le Brésil, qui est complètement affectée par la crise mondiale. On connaît les images célèbres de destruction des récoltes de café dans des proportions extraordinaires pour maintenir les cours. C'est une époque qui voit également la fuite des capitaux, notamment nord-américains, au point qu'en 1931, le Brésil sera même obligé de suspendre le remboursement de sa dette. Alors c'est dans ce contexte-là que, soutenu par les militaires, soucieux d'établir un État fort, Getúlio Vargas va se retrouver au pouvoir. Les instances élues sont dissoutes. On va centraliser le pouvoir avec des interventores qui vont remplacer les gouverneurs locaux, et on va mettre en œuvre une politique volontariste pour faire face à la crise. Il y avait des oppositions à cette formule. Les oligarchies qui s'étaient imposées au cours des décennies précédentes, les oligarchies du café, du sucre, qui pesaient d'un poids très lourd sur la vie politique, ont tendance à refuser ce qu'elles considèrent comme une dictature, avec ce régime incarné par la personne de Vargas. Alors celui-ci pourtant va promulguer un nouveau code électoral, préparer un projet de constitution, prendre date pour des élections législatives, donc il ne va pas réagir en force face à ces contestations. Cela dit, c'est peine perdue, et une insurrection va éclater en juillet 1932. Elle sera brisée dès le mois d'octobre. Vargas va donner quelques portefeuilles aux leaders de ce mouvement, et les choses vont rentrer dans le calme. Des élections à une assemblée constituante ont lieu en 1933, et le régime nouveau va se trouver ainsi stabilisé, après avoir pris déjà
un certain nombre de mesures significatives. On a développé l'action du ministère de l'Éducation, du ministère de la Santé. On a créé des universités, la première à San Paolo en 1934, une autre à Rio l'année suivante. À signaler au passage que des personnalités françaises qui seront des personnalités de premier plan participent au travail de ces universités. On pense notamment à l'historien Fernand Braudel et à l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. On va également mettre en œuvre un ministère du Travail, de l'Industrie et du Commerce pour mettre en place un système d'inspiration corporatiste, avec un ministre qui s'appelle Lindolfo Collor, qui est un admirateur du pape Léon XIII, qui avait promulgué quelque temps plus tôt son encyclique Rerum Novarum concernant la condition ouvrière. On met en place une réforme des retraites, un système de sécurité sociale, une réglementation du travail avec l'introduction de la journée de 8 heures, par exemple, une charte du travail inspirée de la charte du travail fasciste italienne est également adoptée, avec l'obligation d'un syndicat par entreprise, mais avec interdiction de la grève. Puis, en 1934, une nouvelle constitution est promulguée, inspirée à la fois de celle de la République de Weimar et de celle de l'Espagne républicaine de 1931, c'est le suffrage universel, sauf pour les analphabètes, qui représentent quand même beaucoup de monde dans le Brésil de l'époque. On confirme la nature fédérale de l'État et surtout on confie à cet État des pouvoirs économiques, ce qui est nouveau, celui de nationaliser par exemple les ressources minières ou énergétiques. On inscrit dans la Constitution un salaire minimum, l'introduction du repos hebdomadaire et même des congés payés, c'est-à-dire nous sommes là en 1934, 2 ans avant que la Chambre du Front populaire décide de les créer en France. On introduit également l'enseignement primaire gratuit et obligatoire, donc un régime manifestement réformateur, modernisateur. Et pour couronner le tout, Vargas est élu président par l'Assemblée constituante en juillet 1934. Alors il y a quand même des oppositions à cette rupture. Alors d'abord, il y a un mouvement de type fascisant qui se baptise intégraliste, qui est hostile à Vargas, dirigé par un certain Plínio Salgado, chef de l'action intégraliste brésilienne. Alors c'est un mouvement hostile au capitalisme cosmopolite, qui prône le culte du chef, qui a ses organisations de jeunesse en uniforme, qui est farouchement anticommuniste, anti-maçonnique, très catholique, mais c'est un mouvement d'opposition certes, mais qui ménage Vargas, parce que celui-ci étant président de la République, eh bien, les intégralistes brésiliens se disent qu'il pourrait peut-être jouer un scénario analogue à celui qui s'est déroulé en Allemagne quand Hindenburg a fini par faire appel à Hitler. Et puis il y a aussi face à lui les communistes. Les communistes particulièrement offensifs, surtout après le congrès du Comintern de 1935. Les choses vont être simples. Vargas va dissoudre l'Alliance nationale libératrice qui correspond justement à ce parti communiste. Il y aura une insurrection à la suite qui sera écrasée. Et ce qui est intéressant politiquement, c'est que l'existence de ce péril communiste, de ce danger communiste, va permettre une unité très large derrière la personne de Vargas. En 1938, des élections présidentielles sont prévues, mais l'on révèle peu de temps avant un plan d'insurrection communiste qui va permettre de suspendre les garanties constitutionnelles, de mettre en place une nouvelle constitution qui va donner naissance à ce qu'on va appeler l'Estado Novo. Alors, les partis politiques sont interdits, avec l'approbation de la quasi-totalité des gouverneurs. Il y aura une tentative de coup de force en 1938 qui sera le fait des intégralistes, mais qui sera écrasée. Et l'Estado Novo
Novo va s'imposer durablement jusqu'en 1945. Et Estado Novo, c'est un signe intéressant, c'est le nom de l'État portugais tel qu'il a été mis en place par Salazar. Alors, dans ce nouveau régime, on impose une centralisation beaucoup plus poussée, c'est un régime autoritaire, c'est un régime corporatiste. L'un des conseillers de Vargas, Francisco Campos, est un admirateur du fascisme italien. On s'inspire aussi du modèle du régime autoritaire des colonels polonais de l'époque. En tout cas, les pleins pouvoirs reviennent à Getúlio Vargas, les opposants sont sévèrement réprimés. En matière de politique extérieure, eh bien, le pays navigue un petit peu à vue entre les fascismes européens dont certains lui inspirent une certaine sympathie, et puis la démocratie anglo-saxonne américaine, mais va maintenir une prudente position de neutralité. On passe des accords de clearing avec l'Allemagne au cours des années 30 sur le plan économique, mais en même temps, le Brésil refuse de se rallier au pacte anti-Comintern auquel adhéraient l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Et puis, il y aura quelques difficultés aussi avec l'Allemagne hitlérienne à cause de la minorité allemande au Brésil, car Vargas insiste pour l'enseignement généralisé du portugais et ne veut en rien faciliter l'enseignement de l'allemand pour ne pas entretenir une minorité dissidente susceptible de nuire à l'unité nationale. Les choses changent un petit peu en mars 1938 quand l'ancien ambassadeur à Washington devient ministre des Affaires étrangères. Il faut dire que les liens économiques avec les États-Unis, évidemment, sont forts. Et là, il y a une réorientation plutôt dans ce sens-là, avec l'Amérique de Roosevelt. En janvier 1942, après Pearl Harbor, eh bien, le Brésil va rompre les relations diplomatiques avec les pays de l'Axe. Et en août 1942, il va même entrer en guerre aux côtés des Alliés. Un important contingent brésilien va participer notamment à la campagne d'Italie. Alors pendant que se déroulent tous ces événements extérieurs, eh bien un certain nombre de difficultés apparaissent. En 1943, des manifestations étudiantes à São Paulo qui sont brisées dans le sang. En février 1945, on introduit un acte additionnel à la Constitution pour essayer d'apporter une réponse politique au mécontentement. Il y a des élections générales avec un parti social-démocratique et un parti travailliste brésilien qui soutiennent Vargas, et à l'inverse, une union démocratique nationale qui proclame qu'elle est pour l'union nationale, mais sans Getúlio, c'est-à-dire hostile à Vargas. Celui-ci vire ostensiblement à gauche à partir de ce moment, établit des relations avec l'URSS en avril 1945, promulgue une loi antitrust en juin 1945, et on arrivera même au point où les communistes brésiliens vont même finir par soutenir Vargas. Celui-ci va voir son candidat élu aux présidentielles suivantes, avec un échec complet des opposants de l'Union démocratique nationale, et Vargas lui-même est élu sénateur dans 2 États et député dans 5. Il faut dire que le bilan de l'Estado Novo dans le contexte de l'époque apparaît positif. Ce n'est pas un régime fasciste au sens européen du terme, ce n'est pas un régime totalitaire, il n'y a pas de parti unique avec un contrôle de l'opinion organisé par une propagande très soutenue. On va dire qu'il s'agit plutôt d'une dictature de type paternaliste, appuyée sur des liens établis avec l'Église, soucieuse d'ordre et soucieuse de progrès. Cela dit, il existe une censure et la radio nationale est utilisée par le régime pour vanter ses mérites et pour entretenir le culte de la personnalité du chef providentiel, dont on fête par exemple l'anniversaire dans le cadre d'une fête quasiment nationale.
nationale. Mais il n'y a pas une volonté d'endoctrinement généralisé comme celle que l'on a pu constater dans les fascismes européens. On a plutôt affaire à un régime autoritaire, certes, mais un régime de type plutôt paternaliste. On présente le président comme le père des pauvres. Ça nous rappelle un petit peu ce que sera Evita Perón en Argentine, la Madone des Descamisados, la Madone des sans-chemises. Hein, donc on joue plutôt sur ce ressort-là. Vargas est soucieux également de doter le Brésil d'une histoire nationale spécifique. Hein. C'est à son époque que l'on commence à mettre en valeur ou en avant la notion de nation métisse à propos du Brésil. C'est lui qui va créer le musée impérial de Pétropolis, qui va célébrer le centenaire des archives nationales, le centenaire du couronnement de l'empereur Pedro II. Et même, c'est avec Vargas que l'on va considérer les écoles de samba comme une part d'un patrimoine national qu'il s'agit de promouvoir. À beaucoup d'égards, donc, on a là la période de genèse de l'État brésilien moderne, avec un régime modernisateur, même s'il est par ailleurs conservateur sur le plan social et culturel. C'est un régime également qui se veut être un arbitre entre les diverses oligarchies qui se partageaient jusque-là le pouvoir, et un arbitre aussi par rapport aux classes sociales montantes, notamment la classe ouvrière. En effet, l'industrialisation va bon train, alors qu'au début, les trois quarts en valeur des exportations, il s'agissait des produits de l'agriculture brésilienne, hein, le café, le sucre, le cacao. Eh bien, l'industrialisation va être lancée à partir des années 1930, grâce à l'intervention publique. On va engager des moyens importants qui viennent du capital privé ou qui viennent de l'État pour moderniser encore une fois le pays, pour mettre en place un début de planification, pour mettre en place un enseignement technique nécessaire au développement, pour développer aussi un réseau routier qui fait des progrès considérables. 113 000 km de route en 1928, 460 000 km en 1955. C'est l'époque où le Brésil se dote également d'une sidérurgie nationale, avec la mise en place du site de Volta Redonda en 1946. En fait, entre 1919 et 1939, déjà, l'industrie est passée de 21% du produit intérieur brut à 43%. Donc, en un espace de temps très réduit, on a assisté à une modernisation très rapide. La politique sociale suit le mouvement, on l'a dit, la grève est interdite, les syndicats sont sous contrôle de l'État, mais des progrès considérables sont accomplis en faveur des plus modestes, tout cela confirmé par toute une série de lois relatives au travail, mais qui laissent de côté, dans une large mesure, la question du prolétariat paysan, même si les ouvriers, eux, peuvent en bénéficier. En tout cas, c'est une période qui marque une profonde césure dans l'histoire brésilienne, et après une présidence, celle du général Dutra de 46 à 51, eh bien, Vargas va être réélu dans un contexte un petit peu nouveau sur le plan international, puisque nous sommes à l'époque de la guerre froide. Le Parti communiste brésilien a été interdit en 47, la conférence de Rio a débouché sur la création de l'Organisation des États américains, on a rompu les relations avec l'URSS, mais Vargas est de retour lors des élections de 1950, il est élu. Il refuse toutefois d'envoyer des troupes brésiliennes en Corée comme lui demandent les Américains, mais continue l'œuvre de développement économique avec la création d'une banque nationale de développement, avec un plan de mise en valeur de l'Amazonie, avec la création de Petrobras, la grande firme pétrolière nationale, l'aménagement de nombreuses centrales hydroélectriques. Tout cela contribue
contribue à un décollage progressif de l'État le plus étendu d'Amérique du Sud. À partir des années 1950, l'agitation sociale toutefois reprend, les capitaux étrangers vont commencer à se retirer, les relations avec les États-Unis vont se tendre, et une tentative d'attentat contre un journaliste, Carlos Lacerda, va se retourner contre Vargas. Toute une campagne hostile est lancée contre lui, même l'armée commence à prendre ses distances avec lui, et finalement il va se suicider le 24 août 1954 en laissant une lettre testament dans laquelle il affirme avoir lutté contre la spoliation du Brésil et de son peuple. D'immenses manifestations suivent l'événement, l'ambassade américaine est attaquée ainsi que certaines firmes américaines. Vargas prend la figure d'un héros national, idolâtré comme un martyr. En tout cas, il ne sera pas remplacé, et quelques années plus tard, en 1964, un coup d'État mettra en place un régime militaire qui durera jusqu'en 1985. N'est pas coutume, je vais aujourd'hui faire de la publicité involontaire à une marque que la plupart d'entre vous connaissent. De plus, fait aggravant de nos jours, il s'agit d'une marque de spiritueux, bref, un fabricant d'alcool. Je vais en effet vous parler de Marie Brizard. Peu de personnes savent que derrière cette marque, et plus encore à l'origine de celle-ci, existait une femme et que son aventure a commencé au XVIIIe siècle. Marie Brizard est une Bordelaise née le 28 juin 1714 dans la petite bourgeoisie de la ville. Son père est en effet tonnelier, métier qui trouve des débouchés certains dans cette région viticole. Marie est la troisième enfant d'une fratrie de 15. Chez les Brizard, on ne cultive pas les penchants narcissiques des enfants puisque deux autres sœurs de Marie portent le même prénom. La vertu principale qui est mise en avant dans la famille, c'est le travail, car évidemment, les bouches sont nombreuses à nourrir. À la mort de sa mère, Marie, qui la secondait déjà en tout pour les tâches ménagères, doit s'occuper dès lors des deux petits derniers. Toute dévouée à sa famille, elle restera célibataire. L'affaire de son père prospère doucement et celui-ci, en parallèle avec sa fabrique et son activité de tonnelier, s'est mis à distiller après l'achat d'une maison avec quelques vignes et surtout une brûlerie avec chaudière. C'est une activité courante à Bordeaux. Les brûleurs de vin, comme ils sont nommés, font de Bordeaux et sa région une terre d'eau de vie. Évidemment, le dynamisme du port de Bordeaux à cette époque est formidable. Depuis le début du siècle, Bordeaux, comme nombre de ports français, bénéficie du développement du commerce avec les îles, en particulier les Antilles. Le port est une véritable ruche, à l'activité intense et au trafic maritime permanent. On vient chercher fortune à Bordeaux et la population de la ville témoigne de l'intérêt des entrepreneurs européens pour cette plaque tournante du commerce avec les îles. On trouve des Anglais, des Irlandais, des Allemands, des Hollandais, des Portugais, même des Russes qui viennent à Bordeaux pour faire du commerce. Les liqueurs de Bordeaux remportent auprès de toute cette population un grand succès et se vendent partout en Europe et encore une fois jusqu'aux îles. En 1755, Marie Brizard est beaucoup plus libre qu'auparavant car les deux derniers enfants ont quitté la maison. Elle se consacre donc comme infirmière aux soins pour les malades à l'hospice de Bordeaux. Les fièvres et les épidémies sont en effet monnaie courante amenée par les marins qui arrivent chaque jour dans le port. La légende veut qu'un marin originaire des Antilles, pour remercier Marie de l'avoir soignée, lui ait donné le secret de fabrication d'un élixir à base d'anis et aux vertus médicinales extraordinaires. Une autre version, moins romanesque, s'attache à dire que Marie, pour s'occuper, commença à distiller sa propre anisette, comme beaucoup de monde le faisait déjà à Bordeaux. En effet, des cales des navires débarquent une profusion d'épices, anis, cannelle, girofle, vanille, que les brûleurs de vin font rentrer dans la composition des alcools. Marie, qui a vu son père distiller, connaît le processus de fabrication et elle s'enferme donc un jour, pendant plusieurs journées, pour faire des essais, distiller plusieurs plantes, assembler des éléments dont elle garde le secret. Mais alors que la plupart des anisettes sont fabriquées à partir d'anis étoilé, elle décide pour sa part de travailler à partir d'anis vert, au goût plus subtil mais plus difficile à manipuler, en le mélangeant, donc cet anis, avec d'autres plantes. Quelques mois plus tard, elle présente son élixir qui est devenu une liqueur, l'anisette.
Marie est convaincue que cette boisson a des vertus thérapeutiques. Quand elle l'a fait goûter à tous ses proches, familles et voisins sont enthousiastes. Cette boisson est fraîche, désaltérante, et les vertus de l'anis ne peuvent que faire du bien. N'était-ce pas une plante que les Romains connaissaient déjà pour ses vertus digestives? On sait aussi qu'elle calme les migraines et qu'elle a des vertus apaisantes. Devant un tel succès, Marie décide de commercialiser sa boisson et ce qui lui facilite les choses, c'est qu'en 1755, Marie est célibataire, est une femme plus autonome qu'une femme mariée, qui elle a une marge de manœuvre plus étroite et qui doit toujours faire agréer cette décision par son mari. Plus de liberté aussi pour Marie, car elle a 41 ans, elle a une réputation de femme sérieuse, dévouée aux autres et surtout solide. Les décisions qu'elle prend n'ont pu l'être à la légère. Malgré tout, ce n'est pas facile ni courant de commencer à faire le commerce de cette anisette toute seule, à une époque où les femmes sont quand même plutôt rares dans ce monde nouveau des affaires en plein essor au XVIIIe siècle. Marie, qui est très liée à son frère Martial, qui tient un commerce de vin à Bordeaux, elle participe aux réunions, aux négoces de son frère, et elle acquiert ainsi une expérience utile à son projet. En outre, elle tient ses comptes de manière très rigoureuse, n'engageant aucune dépense inutile. En 1762, elle loue une maison dans un quartier propice aux affaires puisqu'il se situe près du port. Elle est désormais inscrite au registre du commerce comme fille majeure et marchande liquoriste. Sa maison est assez grande, elle peut y installer sa distillerie et surtout, elle possède un puits, ce qui est très important pour faire son alcool. Elle garde, comme toutes les familles, le secret de sa boisson, de ses assemblages, faits de plants macérés, de sucre, d'eau et d'alcool. Le sucre et les plantes viennent des colonies, sauf l'anis vert que Marie fait venir d'Espagne. Entre 1756 et 1763, quelques difficultés surviennent car la guerre de 7 ans désorganise le commerce. Heureusement, les stocks de Marie, les stocks constitués, permettent de continuer la production jusqu'à la paix signée en 1763. En janvier 1763, l'administration municipale, la Jurade, autorise officiellement Marie Brizard à ouvrir son commerce et à vendre sa liqueur. Le succès est tel que Marie doit engager du personnel supplémentaire. Elle se lève à l'aube pour tenir son commerce, puis elle file à la bourse où elle apprend les arcanes de la finance. Son principal objectif est de se faire payer de la manière la plus sûre et la plus rapide. Lettres de change, billets d'ordre, tout cela n'a plus de secret pour elle. Mais elle connaît ses limites. La charge est trop lourde. Tenir les finances, vendre sa liqueur, en surveiller la fabrication, elle a du mal à être partout à la fois. Elle décide alors de chercher un associé qu'elle trouve en la personne d'un ami de son frère. Ce jeune homme a déjà une bonne expérience du commerce. Il se nomme Jean-Baptiste Roger. À 33 ans, il comprend immédiatement l'opportunité qui lui est offerte de s'associer à une femme dynamique au bel esprit d'entreprise. C'est une chance pour lui et il accepte sans hésiter la proposition de Marie. La société Marie Brizard et Roger est née. Parallèlement à ses affaires, Marie avait pris sous sa protection la fille de son frère, dont la maman était morte, la fillette était en bas âge. La petite Anne Brizard est devenue une jeune fille de 19 ans qui voit beaucoup sa tante. Est-ce le hasard, ou Marie, ou les deux, qui favoriseront le rapprochement de la jeune fille et de l'associé Jean-Baptiste Roger? Toujours est-il que le mariage des jeunes gens est célébré le 13 juillet 1766. L'entreprise de Marie Brizard restera donc une affaire de famille. La fortune des Brizard, sans être comme celle constituée par les grandes familles bordelaises, s'agrandit et se consolide. Marie améliore la qualité de sa liqueur, qui a de plus en plus de succès, et se diversifie en commercialisant du vin vieux et de l'eau de vie. Elle surveille de près les expéditions vers Paris, vers le nord de la France, vers l'Europe, qui se font par terre ou par mer, par cabotage. Elle surveille aussi les expéditions vers les colonies, avec tous les dangers pour la cargaison que cela implique. La liqueur est expédiée en barriques et de plus en plus en bouteilles. Et elle est expédiée même jusqu'à la cour de Versailles où le gouverneur de Guyenne, le duc de Richelieu, le petit-neveu du cardinal, l'a introduite. La boisson y est très appréciée, en particulier par les dames de la cour et on le dit par le roi Louis XV en personne. Marie veille à tout avec l'aide de Jean-Baptiste et elle a la satisfaction de voir la naissance de plusieurs enfants chez le jeune couple. En 1771, Marie décide d'acquérir un vignoble dit de ce nom et jette son dévolu sur le domaine de Gradignan, à quelques kilomètres au sud de Bordeaux. Petite anecdote, quand elle arrive dans sa nouvelle propriété en compagnie de Jean-Baptiste, elle est fidèle à la coutume bordelaise, qui est une coutume que lors de la prise de possession d'une propriété, elle ramasse quelques poignées de terre et d'herbe, elle les jette en l'air. Elle est propriétaire de ce nouveau vignoble. Une coutume tellement ancrée qu'elle est même indiquée dans les actes notariés. En achetant cette propriété et ses vignes, Marie Brizard assoit sa fortune, mais aussi sa position dans la bourgeoisie bordelaise, attachée à la terre et au vin. Plusieurs années plus tard, Marie décide d'acheter une verrerie pour la mise en bouteille de sa liqueur. La réputation de la maison Brizard n'est plus à faire. Elle s'inscrit maintenant en tête des fabriques de liqueurs à Bordeaux.
Pourtant, à partir de 1775, les difficultés économiques générales ralentissent l'activité de l'entreprise. Marie réagit par une gestion encore plus rigoureuse. En tant que chef du clan Brizard, elle doit aussi soutenir sa nièce et Jean-Baptiste qui perdent leurs 2 plus jeunes enfants. 3 années plus tard, il lui faut aussi faire face aux difficultés engendrées par la guerre franco-anglaise entre 1778 et 1783, qui désorganise une nouvelle fois les relations entre la France et ses colonies et met à mal le commerce bordelais. Après la guerre, Marie Brizard intensifie ses activités pour rattraper les pertes dues au conflit. Heureusement, le prix de l'anisette n'a pas subi de baisse comme celui du vin et la maison Brizard envoie à nouveau des cargaisons de sa liqueur vers les îles. Mais bientôt, de nouveaux troubles agitent Bordeaux. Les conflits entre le Parlement, le gouverneur et l'intendant prennent une intensité dangereuse. Et bientôt, Bordeaux va être en tête des villes qui portent le souffle de la Révolution. L'activité économique se ralentit. Même les raffineries de sucre produisent moins. De 40 raffineries en 1789, il n'en restera que 8, 20 ans plus tard. Marie a toujours l'intelligence de s'adapter. Si on vend moins, on produira moins pour ne pas avoir à stocker ou perdre de la marchandise. La morosité devient générale et en 1791, le climat social est épouvantable jusque dans les îles où des révoltes paralysent la production du sucre, en particulier à Saint-Domingue. Pour la société de Marie Brizard et Roger, c'est une difficulté supplémentaire. Le prix des épices et du sucre explose. S'ajoutent alors les tensions à la nouvelle Assemblée nationale entre les montagnards et les Girondins, qui à la défaite de ceux-ci voit Bordeaux déclarée ville suspecte. La ville se remplit bientôt de prêtres réfractaires, d'émigrés, de nobles qui viennent grossir les rangs de la contre-révolution. Marie Brizard reste le plus éloignée possible des groupes politiques, mais elle n'aime pas du tout cette anarchie engendrée par la Révolution, et encore moins qu'on s'en prenne à l'Église et au clergé. À Bordeaux, les corporations, les jurandes, les maîtrises, les tribunaux et les chambres de commerce ont été supprimés, provoquant une désorganisation totale du commerce. Pourtant, si elle ne veut pas prendre part à cette agitation, quand un prêtre réfractaire vient lui demander asile, prêt à être arrêté par les sans-culottes, Marie l'héberge et l'aide sans hésiter. Pendant ces années de révolution, la société de Marie a accumulé les dettes et un coup de sort frappe encore durement la famille et la société par la mort de Jean-Baptiste Roger, son associé, une mort prématurée à 64 ans. Marie et sa nièce vont pourtant tenir dans la tourmente. En 1787, Marie Brizard, âgée de 82 ans, est enfin prête à se reposer un peu. Elle cède toutes ses parts à sa nièce Anne qui reprend le flambeau. La société, malgré les difficultés qu'elle a traversées, reste solide. L'inventaire répertorie au moment de la vente 4 alambics, quelques dizaines de barriques, 58 000 livres d'actifs, soit 7 fois plus qu'en 1766, et une verrerie acquise en 1789 pour fabriquer les flacons. Marie ne verra ni le retour du roi ni la reprise des activités de sa société avec le succès qu'on lui connaît, puisqu'elle meurt le 5 février 1801 à l'âge de 87 ans. Mais elle aura eu la satisfaction de transmettre son œuvre et sa passion à sa nièce, une femme d'entreprise succédant à une autre. J'ai le grand plaisir de recevoir de nouveau aujourd'hui Arnaud Imaz, qui est un habitué de notre émission, qui a abandonné pour quelque temps ses terres basques habituelles et qui vient nous parler aujourd'hui d'un livre qui vient de paraître aux éditions Jean-Cyril Godefroy, livre de Dario Fernandez Morera, intitulé « Chrétiens, juifs et musulmans dans Al-Andalus », sous-titre « Mythes et réalités ». Alors c'est une question évidemment majeure sur laquelle nous allons nous arrêter donc pendant quelques temps. Auparavant, je rappelle qu'Arnaud Imaz est un spécialiste de l'histoire de l'Espagne. Alors son domaine d'intervention bien connu, c'est avant tout l'histoire contemporaine. C'est le biographe de José Antonio Primo de Rivera. Il a été à l'origine en France avec la guerre d'Espagne revisitée d'une relecture complète de l'épisode, un peu plus équilibrée que ce qu'elle était avant. Il a été à l'origine de la publication en France de l'ouvrage de Stanley Payne, qui est la synthèse la plus récente et la plus complète sur cet épisode dramatique de l'histoire espagnole. Et je tiens à lui rendre spécialement hommage aujourd'hui, parce que sur cette question d'Al-Andalus, qui à l'origine n'est pas de son périmètre de spécialité, puisqu'il s'agit là d'histoire médiévale,
il s'est chargé de promouvoir en France, pour que ces ouvrages-là soient traduits, publiés en France, un certain nombre de travaux qui vont peser lourd dans le débat historiographique concernant justement Al-Andalus. Je rappelle la sortie qui est intervenue au mois de janvier dernier de l'ouvrage de Séraphine van Roel qui s'appelle le mythe d'Al-Andalus, Al-Andalus, la jeunesse du mythe. L'invention d'un mythe. L'invention d'un mythe, pardon, aux éditions du Toucan, aux éditions du Toucan, appelées aujourd'hui édition de l'Artilleur, Séraphine van Roel, donc Al-Andalus, l'invention d'un mythe. Et puis, il s'est occupé également de la publication en France de cet ouvrage de Dario Fernandez Morera, qui est un universitaire américain, d'origine espagnole. Professeur à la Northwestern University. Voilà, donc un universitaire américain. Et pour couronner le tout, eh bien, il s'est occupé aussi de la publication en France d'un ouvrage qui paraîtra au mois de février prochain, qui s'appelle Al-Andalus et la Croix, qui a été réalisé par un grand médiéviste espagnol, Rafael Sanchez Saúz. Donc, une matière ô combien utile à une époque où cette question d'Al-Andalus, cette question de l'Espagne musulmane fait l'objet de nombreux débats, mais fournit également la matière d'une désinformation à grande échelle dans le contexte bien particulier des relations existantes aujourd'hui entre l'Europe et le monde musulman. Alors, Arnaud Imaz, Dario Fernandez Morera donc s'est penché sur cette question de la coexistence entre les diverses religions dans l'Espagne d'Al-Andalus. Alors je rappelle pour nos téléspectateurs qu'Al-Andalus, c'est l'ensemble de l'Espagne musulmane. Ça ne se limite pas à l'Andalousie géographique et administrative d'aujourd'hui. Oui, parce que là, en réalité, l'Andalousie... ce que l'on appelle l'Andalousie aujourd'hui existe depuis le début du 19e siècle. On a commencé à appeler Andalousie vers le XIIIe siècle, mais après la reconquête de la vallée du Guadalquivir. Et à ce moment-là, on parlait, donc c'était d'une certaine façon, si l'on considère toute l'Andalousie actuelle, à cette époque, c'était seulement l'Andalousie occidentale. On disait c'est l'Andalousie, voilà. Et puis, on a, au début du 19e siècle seulement, l'Espagne a été divisée en provinces, et à ce moment-là, l'Andalousie occidentale a été donc unifiée avec l'Andalousie orientale, c'est-à-dire celle d'Almeria, et de Guadix, voilà, et de Grenade en fait. De Grenade, oui. Et donc c'est à partir de là que l'on parle d'Andalousie. Mais il ne faut surtout pas confondre donc Al-Andalus, qui est l'ensemble du territoire occupé ou bien par avec la présence en tout cas des arabo-musulmanes, avec l'Andalousie. C'est ça. Et donc il y a une certaine confusion actuellement qui est évidemment favorisée par le mouvement indépendantiste de l'Andalousie qui se réclame de se passer d'Al-Andalus. De ce passé musulman. Et qui a tendance à une confusion sur les termes. Alors revenons à la période médiévale. Les envahisseurs arabo-musulmans s'installent au 8e siècle, installent l'émirat de Cordoue, qui deviendra califat de Cordoue ensuite au 10e siècle. Alors comment se présente à l'époque la situation pour les diverses communautés religieuses, puisqu'au départ, la majeure partie de la population de cette région devenue musulmane reste chrétienne. Il s'agit des chrétiens qu'on appelle les mozarabes. Donc on sait que finalement la conquête musulmane a commencé par la conquête musulmane évidemment de l'Afrique du Nord, qui était où se trouvaient des Berbères et où se trouvaient finalement des zones qui avaient été christianisées dès le IVe siècle.
Et donc la conquête commence à peu près entre 642 et 709. Et à partir de 711, en 710, ils font une première incursion. Et surtout, c'est en 711, donc il y a une armée de Berbères, et non pas d'Arabes, hein, une armée de Berbères, qui ont été entre-temps islamisés, qui traversent donc le détroit, et puis avec l'aide d'une partie des forces wisigothes, les Goths visigoths donc étant divisés par des querelles claniques. Exactement, il y a donc une partie qui est avec le roi Roderick, et une autre avec les descendants de Witiza, donc Aguila. Et les ennemis de Rodrigo ont la mauvaise idée de penser, pensent en se trompant, qu'en demandant l'aide finalement de forces musulmanes, ils pourraient venir à bout de leurs rivaux. Et puis, bon, mais ce qui se passe, l'armée arabo-musulmane, ou d'abord berbère, entre en Espagne, 7000 hommes, suivis de 20 000 hommes à peu près. Donc on a au départ 30 000 hommes qui passent le détroit. Et très rapidement, il s'empare, donc en plus la communauté juive qui a souffert des lois wisigothes, qui étaient des lois chrétiennes à ce moment-là, et qui étaient anti-judaïques, donc se mettent au service de l'occupant et protègent donc leurs arrières lorsqu'ils continuent leur avancée, c'est-à-dire qu'ils s'occupent des villes qui ont été conquises. Donc en fait, en profitant évidemment également des routes qui ont été, il faut savoir quand même que l'Espagne a été romanisée pendant des siècles, ce que l'on ignore, c'est que c'est vraisemblablement une des régions des parties de l'Europe qui est la plus romanisée en fait. Hein. Et les Visigoths étaient étaient passés ensuite au service de Rome. Ils avaient une religion arienne, hein, donc unitariste, disons. Et en 589, avec Saint Isidore donc de Séville, sous son influence, il passe au christianisme. Donc les musulmans arrivent dans un pays qui est globalement chrétien. Et en 718, ils seront déjà dans les Pyrénées, et puis vont remonter jusqu'en 732, donc ils vont mettre Bordeaux à sac et monter jusqu'à Poitiers ou Tours. À la bataille de Poitiers qui a bien eu lieu. Nous pouvons le confirmer. Et ce qui est intéressant, on peut confirmer en tout cas que dans la Chronica Mozarabica de 754, la chronique fait référence textuellement, en reprenant la terminologie utilisée par la Chronica Mozarabica, qui est une chronique, on va expliquer ensuite ce que sont les Mozarabes, mais une chronique faite par un Mozarabe, qui n'étaient pas des Arabes, mais des Espagnols, en fait, vivant sous la puissance sous domination arabe. Ils disent, dans la chronique mozarabe, on dit les Oropenses. On se réfère aux Oropenses qui ont combattu et qui ont stoppé l'avancée musulmane. À Poitiers, nous le confirmons. Voilà, donc ça. Alors peut-être qu'il y a quand même, avant de continuer sur la présence musulmane et qui va se dérouler ensuite pendant des siècles. Une partie d'ailleurs, Madrid et puis qui était alors un petit village et surtout Tolède, seront récupérés à la fin du XIe siècle. Oui. Donc une bonne partie déjà de l'Espagne récupérée à ce moment-là. Et puis ensuite, l'Espagne va connaître le phénomène de la Reconquista qui va s'étaler entre 722, la première victoire asturienne à Covadonga, puis la reprise de Grenade en 1492. Donc c'est une affaire de 8 siècles. Voilà, donc c'est
c'est une affaire de 8 siècles, mais en réalité, donc là, une partie de l'Espagne, grande partie de l'Espagne est récupérée à partir du XIe siècle, et en tout cas à partir de 1212, c'en est fini de la puissance. La grande reconquête est réalisée, il ne reste plus que l'émirat de Grenade. Voilà. Alors peut-être qu'une question peut-être que j'aurais aimé évoquer, c'est pourquoi avoir choisi donc de publier ce livre que je juge remarquable. Hein. Pour moi, c'est un livre hors du commun. En dépit de ces, il y a bien entendu, on peut toujours faire quelques réserves ou quelques critiques. Mais les seules critiques que l'on peut faire, c'est que le traducteur a disposé d'un temps extrêmement court, tant pour la traduction elle-même que pour la mise en forme finale, la révision finale. La question est aussi que ensuite, vous savez que c'est un travail, mais c'est un travail d'universitaire, donc c'est un travail. Il ne faut pas y chercher le style du roman historique, le style. Non, bien sûr. Mais en revanche, c'est un livre qui est bourré. C'est une véritable mine de faits, méconnus ou inconnus. Et donc, une matière tout à fait indispensable pour se faire une opinion sur la séquence concernée. Et vous comprendrez également, après avoir lu ce livre, pourquoi le silence actuel dans la plupart des médias. Hein, parce que dans le cas du livre de Al-Andalus et l'invention d'un mythe de Fanjul, nous avions bénéficié donc qui a rencontré un certain écho. Et non seulement un certain écho, mais il y a eu quand même plus de 10 000 exemplaires qui ont été vendus. C'est un succès, un véritable succès pour un essai. C'est remarquable. Après un succès, excusez-moi de vous couper, après un succès comparable, si ce n'est supérieur en Espagne, sur le marché espagnol. Absolument, absolument. Et c'est considérable quand on sait que les livres d'histoire actuellement, si vous en vendez 1000 exemplaires, les éditeurs sont déjà contents. Oui. Alors, sachez que ce livre a été un succès aux États-Unis, puisque le World Magazine l'avait sélectionné dans les meilleurs livres de l'année 2016. Le Financial Times le considérait aussi comme un essai remarquable, un des meilleurs essais de 2016. Donc, j'espère que petit à petit, il fera son chemin. Et ce qui est sûr, c'est que dans le cas de Fanjul, c'est surtout en réalité les blogs et le bouche à oreille qui a fonctionné, plus que les recensions, dans la presse puisque j'en ai institutionnelle. J'en ai vu un dans la grande presse et puis un second que j'avais fait moi-même. Le Figaro, une interview une page dans le Figaro, effectivement. Et dans Causeur, il y a un entretien aussi long. Mais enfin, c'était tout. Mais ce qui n'a pas empêché d'avoir ce succès. Comment, vous me direz, alors pourquoi publier un second livre sur le sujet après le livre de Fanjul? Et avant un troisième, en fait. Et avant un troisième aussi. Parce que il s'agit chaque fois d'un professeur avec une spécialité différente, l'approche est totalement différente aussi. Dans le cas de Fanjul étudie, il a été le premier sans doute historiquement à pulvériser le mythe, en tout cas à être aussi connu. Il a pulvérisé donc le mythe du paradis d'Al-Andalus, paradis de coexistence, de convivialité, de vivre ensemble. De vivre ensemble. Utiliser une formule à la mode. Paradis surtout multiculturaliste, multiethnique, multiconfessionnel, qui évidemment c'est un thème un peu tabou de nos jours. Alors donc, vous verrez, j'aurai le temps de le citer, vous verrez ce qu'il en dit justement. Et donc, pourquoi avoir publié ce livre? Parce que Fanjul donc s'est intéressé essentiellement à d'abord pulvériser ce mythe, puis il a étudié surtout les réminiscences, les survivances, parce que l'on disait l'Espagne doit tout, finalement, ou une grande partie de sa culture à la présence arabo-musulmane. Et il a montré ce qu'il en était, ces survivances, tant dans le domaine, et puis après, il a étudié des choses vraiment très concrètes, les questions vestimentaires, la nourriture, enfin c'est une enquête très vaste. Alors Dario
Dario Fernandez Moreira, son approche est différente parce que lui, il se centre essentiellement sur les trois communautés et il va comparer les trois communautés avec la situation des sociétés et communautés identiques sur le pourtour méditerranéen et en particulier dans ce qu'il appelle qu'il ne veut pas appeler l'Empire byzantin. Parce qu'il y a toute une polémique à ce sujet, je vais en parler ensuite, mais ce qu'il appelle l'Empire chrétien gréco-romain. Oui. Alors, puisque je dis pourquoi il ne veut pas parler de... Il y a tout un débat, enfin, il soulève toute des questions, des questions de langage biaisé, notamment donc l'Empire byzantin, parce qu'il dit, oui, dire l'Empire byzantin, finalement, c'est une invention de Hieronymus Wolff au XVIe siècle, et c'est aussi une invention académique née de l'idéologie, en fait, l'idéologie protestante qui ne voulait surtout pas que l'on parle trop, finalement, du christianisme alors qu'en parlant de l'Empire byzantin, dans l'esprit des gens, on coupe le rapport, on ne peut plus faire le rapport entre le legs classique finalement, oui. et puis l'empire, cet empire oriental qui est essentiellement gréco-romain. Ces gens ne s'appelaient pas byzantins, ils s'appelaient grecs ou romains quelquefois. Les musulmans les appelaient les romains. C'était l'empire romain d'Orient. Bon, alors donc je voulais dire, et surtout encore, il y a un thème qu'il utilise et qu'il domine parfaitement, c'est celui, vous savez que ou du moins dans à l'Andalous et dans l'islam médiéval, l'important, ce sont les lois islamiques qui sont tout aussi importantes que le Coran finalement. Et notamment dans les interprétations que font de ces lois islamiques, de ces lois religieuses, interprétations que font les oulémas, c'est essentiel pour comprendre la société de l'Andalous, parce qu'elles ont une influence considérable sur la société. On sait que dans l'islam, en fait, vous n'avez pas cette séparation, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distinction entre loi civile et loi religieuse. C'est ainsi que ça se passe à l'Andalous. C'est-à-dire que ce sont les oulémas, les autorités religieuses, un clergé religieux, en fait, qui se charge d'interpréter, de commenter le fiqh, la connaissance, la compréhension. Et donc, à la différence dans la religion catholique à la même époque, vous avez des droits civils, des lois civiles et des lois religieuses. Les lois religieuses, c'est le droit canon, et le droit canon, c'était fait pour les prêtres. Les lois civiles pour les civils. Bon, à telle enseigne que nous avons là-bas, nous avons dans la partie de l'Europe chrétienne des laïcs qui appliquent la loi civile, et des prêtres pour appliquer la loi religieuse entre prêtres. Donc c'est déjà une amorce de ce qui sera plus tard. Alors ce n'est pas la séparation entre l'Église et l'État encore, mais enfin il y a une séparation entre le temporel, le séculier et puis le religieux. Ce qui revient à Dieu et ce qui revient à César. C'est très très important parce que dans le droit malikite, en fait, dans les traités de jurisprudence malikite qui sont essentiels pour comprendre l'époque, le malikisme est une des lois, une des jurisprudences sunnites, une des 4 jurisprudences sunnites, et l'une des plus rigoristes. L'une des plus rigoristes, tout à fait. Les plus rigoristes, c'est-à-dire que vous lisez dans les traités de l'époque des choses qui maintenant vous font dresser les cheveux sur la tête. C'est dire que on trouve parfaitement normal. Bon, ben si une femme adultère, si c'est une musana, c'est-à-dire une femme libre, mariée, qui doit rester voilée, bien sûr. S'il est adultère, eh bien, on doit la lapider. Et tout le monde. Et Averroès, Ibn Rushd, qui est justement chargé d'appliquer la charia, eh bien, il déclare, il trouve parfaitement normal que la femme soit lapidée. La seule chose, il dit, c'est pas la peine de. Par contre, il s'oppose à un autre
un autre juriste, juriste religieux, en disant non, c'est pas la peine de creuser un fossé, mais en revanche, il faut le lapider. Et ça, c'est écrit clairement. Bon, je n'invente pas. Moi, je me base sur ce que dit Dario Fernandez Moreira dans le Bidayat, qui est un ouvrage clé d'Averroès. Ces choses sont dites noir sur blanc. On peut préciser aussi sur ce terrain juridique que effectivement l'Espagne musulmane va relever de la jurisprudence malékite, de l'école juridico-théologique malékite, mais que ce caractère rigoriste va être encore aggravé avec l'irruption des Almoravides puis des Almohades. Absolument. À partir du XIe siècle et jusqu'au XIIIe siècle, qui vont renforcer encore chaque invasion, en réalité, chaque invasion se justifiait par le fait que les nouveaux envahisseurs considéraient que cette présence sur le territoire était islamisée pas correctement, voilà, finalement. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir, donc vous avez en Espagne dans toute l'Espagne, vous avez au départ donc des chrétiens ou des hispano-romains, hispano-visigoths christianisés, mais très rapidement, au bout d'un siècle et demi de présence, on est déjà à 50% des gens qui sont islamisés. Oui. Puis ensuite, quand on prolonge ça, au bout de 2 siècles et demi, on passe à 80%. Et à la fin, on est à 90%. Et à la fin, dans le royaume de Grenade, il ne reste plus un seul, chrétien. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que lors de la conquête, dans la conquête, il y a eu à la fois un mélange, si vous voulez, de brutalité et puis d'attitude plus pacifique. C'est-à-dire que, premièrement, on arrivait, on pillait, on détruisait les églises systématiquement. Lorsqu'on ne les détruisait pas, on les convertissait en mosquées. Comme ce fut le cas à Cordoue pour l'église Saint-Vincent. Ce fut le cas, on en parlera. L'église Saint-Vincent, c'est un thème intéressant. Oui, comme en réalité ce qui s'est passé à Damas aussi, avec Saint Jean-Baptiste. Exactement. Et ce que l'on oublie de dire aussi, c'est que les grandes basiliques qui existaient à Jérusalem, au Caire, qui ont été construites à Jérusalem, au Caire, non, plutôt les grandes mosquées, les mosquées qui ont été, elles ont été construites avec l'aide des lettrés, ou en tout cas des chrétiens, des gréco-chrétiens qui finalement avaient le savoir. Voilà, il y a chez Fernandez Moreira, en dehors donc de ce qu'il nous dit du malikisme et de ce qu'il nous explique, donc prenons en cas, il étudie un chapitre terrible sur la situation des femmes, la situation des femmes qui est, puisque lui a montré donc au travers de ces différents traités qui avait tant d'influence à l'époque, il y avait donc ce que l'on pratiquait légalement et qui était même hautement recommandé, c'était la circoncision, excision des femmes. Avec des débats, faut-il exciser modérément, ou si vous excisez modérément, vous allez favoriser le teint des femmes, disait-on. Et donc, des thèmes que les arabistes, évidemment, ou arabisants, se sont gardés d'évoquer pendant des décennies. Parce que, bon, c'était un peu gênant. Parce qu'on a voulu vendre une vision idéalisée de cette période. Cette vision idéalisée, quand elle remonte à très haut, elle remonte donc, bien sûr, à 1492 du côté dans les sources islamiques, ou musulmanes. Mais ensuite, elle s'est développée dans tout l'Occident, dans toute l'Europe, au XIXe siècle, avec finalement les romantiques, et puis l'école libérale. Puis l'effet d'exotisme que l'on trouvait dans l'Espagne anciennement musulmane aussi. Et en Espagne, l'école libérale l'a défendu parce qu'il y avait une optique, un point de vue qui était assez étonnant, c'est que l'on disait finalement, oui, ils ont été présents, mais il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture, finalement c'est le contenu, c'est l'Espagne
et les Espagnols qui n'ont fait qu'absorber cette présence musulmane. Donc ça n'a rien changé, ça a été au contraire un apport. Voilà, ouais. Et c'est seulement finalement dans les années 70, notamment avec des spécialistes français, qui ont montré que non, que l'aspect oriental et arabe dans cette civilisation était majeur. Tout voilà. à fait. Donc, il faut ensuite, je vous dirai qu'il y a, bon, alors je vous citerai quelques exemples parce que je n'ai pas le temps d'aller au-delà, mais vous avez des thèmes sur le djihad qui sont étonnants. Ensuite, il vous parle de l'assertion, l'islam qui sauvegarda le savoir classique avant de le transmettre à l'Europe et qui ne repose sur rien, Dixit, et il le démontre. Il vous parle donc non seulement de la situation des femmes, mais de l'esclavage aussi. C'était un centre, Cordoue, était un centre donc de vente et de distribution d'esclaves et souvent d'enfants de 11 ans. Ensuite, bon, il explique aussi que dans la situation des femmes, ce qui est important, on a parlé effectivement, il y avait des femmes très instruites, mais c'était toujours des femmes, ce qu'ils appelaient des esclaves sexuels en fait, et non pas les femmes nobles ou les vraies femmes. Voilà. Donc, et en clair, une société qui était très inégalitaire. Ouais. Vous aviez des Arabes, des Berbères, des Muladis, donc les mélangés, c'est-à-dire, et puis les convertis, hein, on les appelait les mélangés. Ouais. Et c'était une société absolument hiérarchisée. Il n'y avait pas de convivencia, comme on dit, ou de convivencia. Voilà. Et ça a été, pour la population chrétienne, ça a été finalement, nous dit Dario Fernandez Moreira, un véritable désastre. Et la civilisation post-romaine et chrétienne de la péninsule a été étouffée dans l'œuf. Il a fallu attendre des siècles pour qu'elle redémarre. Merci beaucoup Arnaud Imaz pour ces coups de projecteur concernant cet ouvrage dont je rappelle le titre, de Mario Fernandez Moreira, Chrétiens, Juifs et musulmans dans Al-Andalus, mythes et réalités, aux éditions Jean-Cyril Godefroy.